Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Robin, docteur en physique nucléaire et membre fondateur de l'association Stoa Gallica. De fait de son expertise professionnelle, Jérôme s'est particulièrement intéressé au rapport des stoïciens à la physique. Nous allons donc comprendre aujourd'hui ce qu'entendaient les stoïciens par la physique, qui est en fait un terme qui englobe plusieurs notions. Nous allons comprendre comment les stoïciens voyaient l'univers et si leur vision du monde est toujours compatible avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui que Jérôme maîtrise très bien. J'espère que ce podcast vous ouvrira les yeux sur l'importance considérable de la physique dans la pratique du stoïcisme et comment elle peut transformer notre manière d'agir. Bonne écoute! Bonjour Jérôme, Bonjour Ali, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. je t'en prie. Alors, aujourd'hui, on va parler de physique dans le stoïcisme et quelle chance j'ai d'avoir à la fois un physicien et un stoïcien dans la même personne. C'est fantastique. Donc, en fait, je vais commencer par te demander, en fait, qu'est-ce que les stoïciens entendaient par la physique comme concept quand ils en parlaient? Alors, il faut comprendre que ils n'avaient pas bien sûr la même notion que nous en termes de physique. Pour eux, c'était plus, l'ordre naturel des choses, donc l'étude du fonctionnement du monde. C'était quand même beaucoup plus proche d'un empirisme, d'une observation en fait des phénomènes et on n'est pas sur les lois physiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, donc vraiment l'étude physique, telle qu'on l'a maintenant, moderne, avec une recherche des lois physiques de fonctionnement du monde, de manière théorique et ensuite en fait qui décrivent réellement le fonctionnement de celui-ci. Je pourrais prendre un exemple si tu veux, par exemple, la gravitation. Aujourd'hui, on sait et c'est un peu contre-intuitif en fait, que, dans un champ de gravité donné, tous les objets dans le vide tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, quelle que soit leur forme. Et pourtant, en fait, au quotidien, quand tu observes la chute d'un objet, tu sais bien qu'en fonction de sa masse, en fonction de sa forme, en fonction de son frottement dans l'air, il ne va pas se comporter de la même manière. Et en fait, ce qui est relativement important, en fait, pour, la vie de tous les jours, c'est plutôt de savoir qu'une, je sais pas, par exemple, une tuile d'un toit va pas tomber de la même manière qu'une plume d'un oiseau, par exemple. C'est quand même mieux pour essayer de survivre, de garantir le fait que si une tuile tombe, il faut l'éviter et pas se dire: «Elle va tomber à la même vitesse qu'une plume d'oiseau et j'ai largement le temps de m'écarter». Donc tu vois qu'il y a une petite différence entre l'observation, l'empirisme et ce qui peut être utile au quotidien pour survivre et la réelle connaissance de la loi physique qui est derrière en fait, qui est très peu utile au quotidien, entre guillemets. Donc, ils étaient beaucoup plus dans l'empirisme, dans savoir concrètement comment la physique les affecte, plutôt que dans la compréhension des lois du monde. C'est Oui, ça, après comment on le fait aujourd'hui. il cherchait une interprétation quand même des phénomènes, en fait, puisque on le retrouve un peu dans Questions naturelles de Sénèque. On voit qu'il essaye d'interpréter tous les phénomènes naturels, qui pouvaient être, sujets à superstition, les éruptions volcaniques, le tonnerre, les signes dans le ciel, tu vois? Des nuages avec des formes particulières, ce genre de choses et comme pour les stoïciens, c'était pas des signes de Dieu ou ce genre de choses, mais vraiment un phénomène naturel. Il essaie de l'interpréter, de l'expliquer pour justement déconstruire cette superstition qu'on peut avoir autour des phénomènes surnaturels, alors qu'en fait, ils ne sont que naturels. D'accord. Et en fait, la physique fait partie dans le stoïcisme de une sorte de partition, je sais pas, enfin, trois grands thèmes Mmh. que sont la physique, la logique et l'éthique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se place la physique par rapport aux trois autres? Alors, dans le stoïcisme, on sait que les 3 parties sont fortement imbriquées et fortement liées. En fait, il y a des liens entre chaque. La physique pour elle-même, elle est aussi subdivisée généralement, comme étant la connaissance du monde, la théorie des causes, donc tout ce qui est, expliquer pourquoi tel ou tel phénomène se produit et l'autre, c'est, le cosmos ou la théologie. Donc on a des subdivisions aussi de la physique, pour sa compréhension. Il faut voir aussi qu'on est, sur, tu vois, par exemple, pour la recherche des causes, sur une application qui est aussi très concrète, comme pour la médecine, par exemple. On recherche à connaître quelle est la cause d'une maladie pour pouvoir la soigner, par exemple, au-delà de l'observation des symptômes et donc on est sur la recherche de causes pour pouvoir ensuite agir sur le monde, entre guillemets.
D'accord, dans la recherche de cause, c'est-à-dire que les stoïciens s'intéressaient au corps, à la maladie, par exemple, des choses comme ça? Oui, bah, on peut bien sûr. Après, c'est pas les seuls, hein, tous les philosophes grecs et antiques, ont été parfois des grands médecins et on est vraiment sur, la compréhension du phénomène, pour à la fois pouvoir éventuellement le soigner, mais le comprendre, dans le sens où, savoir que ça peut, intervenir, apparaître, pour pas en être étonné, ne pas en avoir peur, ne pas en être troublé, par exemple. Et comprendre que ça fait partie du fonctionnement normal du monde et de ce que peut subir un corps humain par rapport à sa nature. Donc en fait, la physique, comme ils la voient, ce n'est pas comme la physique d'aujourd'hui, pas celle en tout cas, c'est une sous-partie, c'est-à-dire que c'est plus la nature globale. Donc parce que là, on parle de biologie, de Oui, médecine, mais pas vraiment de, corps céleste, par exemple, ou de gravitation. absolument, c'est beaucoup plus large, oui. C'est vraiment la nature du monde et l'ordre naturel des choses, donc avec la biologie effectivement, par exemple, et pas uniquement la physique telle qu'on l'entend aujourd'hui. D'accord. Pourquoi est-ce que pour les stoïciens, la physique était aussi importante? C'est quoi? Pourquoi c'est un pilier, en fait? Parce qu'on connaît le stoïcisme au travers de l'éthique, on va dire tout le monde aborde le stoïcisme d'abord par le point de vue éthique. Pourtant, la physique avait quasiment une place aussi importante que l'éthique, en tout cas chez les stoïciens, les premiers stoïciens. Pourquoi? En fait, pour adapter ton comportement, en fait, et donc avoir une éthique adaptée, il faut aussi comprendre comment fonctionne le monde pour pouvoir y réagir de manière correcte, et conforme à celle-ci, en fait. Il y a, Chrysippe, tu connais le mantra stoïcien, vivre en accord avec la nature. Chrysippe, il avait ajouté une petite partie en fait, parce que chaque, scolarque stoïcien avait fait un petit peu sien ce mantra pour se l'adapter à lui-même et il avait dit, «Vivre selon la vertu, ça équivaut aussi à vivre en conformité avec l'expérience des événements naturels». Donc pour lui, il fallait aussi comprendre comment fonctionnait le monde pour pouvoir ensuite adopter une attitude correcte par rapport à ces événements qui pouvaient intervenir. Parce que qu'est-ce qui se passe si on n'agit pas selon le comportement du monde, Bah, selon les admettons, stoïciens? oui. En fait, ne pas prendre, en compte, le fait que notre corps puisse tomber malade, être sujet à la maladie, à un accident, ça peut tout de suite nous laisser, en fait, être soit frustrés par l'apparition de ce genre d'événement ou alors, avoir peur, qui ne sont pas du tout des attitudes stoïciennes adaptées en termes d'éthique, en fait, par rapport à ces phénomènes. On peut aussi, être beaucoup plus pragmatique. On peut prendre des exemples plus contemporains, si tu veux. Admettons que j'ai décidé d'aller faire un pique-nique ce week-end dans un parc, donc j'ai planifié les choses et cetera. Et malheureusement, la météo fait qu'il va pleuvoir tout le week-end. Tu imagines bien que si j'ai pas pris en considération le fait que la météo pouvait être totalement, contre, comment dire? Contre le fait de vouloir me faire un pique-nique à l'extérieur, je vais être extrêmement frustré ou, vraiment énervé par rapport à ça, un contretemps, manifeste par rapport à ma planification des choses. Alors que si tu comprends le phénomène en tant que tel, disons, il est totalement naturel qu'il puisse pleuvoir ce week-end et ça dépend pas de moi, mon attitude va être adaptée à ça, en fait, tout simplement. Je vois, donc les gens qui râlent à cause de la neige des 2 derniers jours sur une bonne partie de la France ne sont pas très stoïciens, c'est ça, ils ne Exactement. comprennent pas la physique. Exactement. On peut prendre un autre exemple, si tu veux aussi, tu as les néo-ruraux là, ceux qui sont installés à la campagne suite au Covid, en voulant bénéficier, tu vois, d'un peu de verre et de campagne et un petit peu de liberté plus, ils sont installés par exemple à côté des fermes et en fait, ils se sont plaints des odeurs, ils se sont plaints des chants des coqs le matin. Ils ont pas compris en fait que, bah, ça faisait partie de l'environnement naturel des choses et se plaindre de ça, vouloir même intenter des procès carrément aux fermiers, tu imagines un petit peu, c'est totalement un comportement un peu surnaturel quand même. Un procès aux fermiers et Aux avoir coqs, le coq comme témoin, bah ouais, c'est ça. c'est ça, exactement. Donc voilà, il faut s'inscrire dans le fonctionnement du monde, en comprenant «ses lois» entre guillemets, pour pouvoir ensuite avoir une attitude qui soit correcte et adaptée à cela. Je vois, je vois. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste se contenter des enseignements sur l'éthique? Pourquoi est-ce que voilà, on n'en resterait pas à ce que dit Sénèque, Marc Aurèle, Épictète euh, et les autres sur comment est-ce qu'il faut se comporter? En fait, pour les stoïciens, l'univers ou le monde,
c'est un peu un modèle de vertu et un modèle de comportement. On pourrait dire, tu vois, ils le disent souvent, que la cité humaine, c'est une réduction de la cité cosmique, beaucoup moins parfaite que celle-ci, en fait. On peut aussi, se dire que, la raison universelle ou qui est celle qui pilote le gouvernement du monde, en fait, c'est une raison parfaite et on en est une partie, un fragment et en fait notre, comment dire? Notre progrès, en tout cas l'atteinte de la sagesse, c'est de se conformer à cette raison-là, en fait. Donc en fait, c'est une sorte de modèle, vertueux, qu'il faut suivre par rapport à ces grands principes aussi de physique que les stoïciens ont retenus par rapport au fonctionnement du cosmos. Et donc c'est une sorte de modèle, voilà, «vertueux» entre guillemets. D'accord, donc en fait, la physique du monde, c'est une sorte de sage stoïcien, qu'il faut suivre? Oui, puisqu'en fait, on n'en est qu'une émanation, une partie et qu'il faut qu'on comprenne son fonctionnement pour pouvoir nous-mêmes nous comporter de manière correcte. D'accord. Et comment du coup est-ce que tu parles cosmique, voilà, cité humaine, cité cosmique. Comment est-ce que les stoïciens voyaient la physique? Comment est-ce qu'ils décrivaient la physique du monde? Parce que là, aujourd'hui, on connaît des choses que même il y a 100 ans, on ne savait pas, hein. Les galaxies, on ne savait pas qu'elles existaient avant 1927, je pense, avant Hubble. On ne savait pas que la Terre était simplement une planète parmi d'autres dans le système solaire. Il y a 2000 ans, on savait vraiment très très peu. On savait que la Terre était ronde, mais c'était pas plus que ça, on va dire. Euh, donc comment est-ce que eux, à l'époque, ils voyaient la physique du monde, vraiment la construction du monde? En fait, ils concevaient le monde comme une sorte de modèle biologique, organique, un peu comme une plante en fait, avec un développement et une croissance, fusil ça veut dire croissance, hein. Donc on est vraiment sur un modèle biologique avec, quelque chose qui se développe, qui croît, qui part d'une sorte de germe en fait, qui contient justement tout le développement du monde en puissance et qui ensuite, bah, voilà, se développe selon une propre loi en fait qui lui est propre, qui est interne à ce monde et qui suit en fait, de manière stricte. Il peut pas s'écarter de la loi qui le pilote et qui va le développer. Il n'a pas le choix. Il va se développer comme ça d'une manière, un peu au modèle d'une plante ou, voilà, d'un organisme en fait. D'accord, donc c'est un être vivant qui se développe. Là, on peut comprendre, on va dire, l'analogie d'où est-ce qu'il pouvait Le avoir prendre, oui. cette idée, oui, le prendre, de l'être humain qui évolue, parce que justement, toutes les plantes évoluent. Euh, En revanche, c'est quoi le rôle, par exemple, tu as parlé de raison universelle, le logos dont on entend beaucoup parler, c'est lui qui crée ce développement, c'est lui ce développement, c'est quoi le logos? C'est oui, en fait, le monde il est rationnel, c'est-à-dire qu'il a une loi qui suit. C'est ça le logos en fait, pour les stoïciens, le logos cosmique. C'est vraiment, la justification de son développement et la loi qui va suivre pour se développer. Cette rationalité de l'univers et du cosmos, en fait, ça le rend compréhensible à nos yeux, à nous, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut l'étudier scientifiquement. C'est pour ça qu'on peut comprendre comment il fonctionne et comment on peut en déduire des lois de fonctionnement et une reproductibilité, en fait, des événements ou des phénomènes, et une prévision, en fait, de ce qui peut se produire. Les stoïciens, ils croyaient dans la divination. La divination pour eux, en fait, c'était juste, heu, à partir des signes donnés pour le moment présent, de pouvoir prévoir ce qui va se produire dans l'avenir, sur la base de lois physiques et de développement, en fait, entre guillemets. Pour nous, si tu veux, l'équivalent, ce serait les prévisions météo. C'est-à-dire que tu as un modèle qui te dit: «Ben, voilà ce que j'observe à telle journée et je fais une prévision de ce qui va se produire dans quelques jours en termes de climat». D'accord, donc cette vision en tant que, être vivant, on va dire, en tant que tel, on ne peut pas vraiment, on peut pas dire que, c'est compatible aujourd'hui exactement avec ce qu'on connaît sur l'univers, mais qu'est-ce qui est justement compatible avec la physique d'aujourd'hui? Toi, qui es docteur en physique, qu'est-ce qui peut être encore juste ou proche, en tout En cas? fait
Ce qu'il faut bien sûr retenir, c'est que nos connaissances, elles sont bien sûr bien beaucoup plus développées que celles des stoïciens grecs, ou même romains de l'époque. On a une connaissance du fonctionnement de l'univers beaucoup plus développée, même si elle est un petit peu différente parce qu'elle vise pas la même chose. Pour autant, ce qui me semble important pour moi en termes de stoïciens contemporains, entre guillemets, et physiciens, c'est de me demander si, les grands principes de leur physique sont encore compatibles, en fait, avec nos connaissances actuelles. Et pour moi, ça pose pas trop de soucis, en tout cas dans les grands principes de la physique qu'ils ont retenus et qui leur sert, en fait, de modèle ensuite, de développement pour leur éthique. On peut en prendre quelques-uns si tu veux, qui sont bien connus. La première chose, c'est le fait que le monde soit rationnel. Donc c'est-à-dire qu'il est intelligible, qu'il est compréhensible. Ça, aujourd'hui, on peut pas le remettre en cause parce que la science est basée là-dessus, entre guillemets, donc ça serait un petit peu compliqué de le remettre en cause. Je suis d'accord. Ensuite, on a, le monde vu comme un continuum physique. C'est-à-dire que tout est interconnecté et ne forme qu'un tout. Aujourd'hui, la connaissance qu'on a de l'univers, nous prouve en fait qu'on a réellement une sorte de, comment dire? De trame, on va dire, de, de champ gravitationnel, qui en fait, est manifesté dans tout l'univers. C'est explicable parce qu'en fait, on fait des observations. Je pense que tu connais les ondes gravitationnelles, ce qui a été observé assez récemment du fait de la collision entre 2 trous noirs qui s'est produit à une distance, incommensurable de la Terre, mais qu'on a pu observer physiquement par une sorte de d'onde en fait qui s'est propagée dans «l'espace-temps», entre guillemets, qui est venue jusqu'à la Terre et qui a montré une variation vraiment très locale et très faible de la gravitation pendant un temps donné et qui était la manifestation en fait de cette collision de 2 trous noirs à une distance incommensurable. Donc on a en fait un univers qui est vraiment un continuum physique. Ça, pour moi, c'est pas remis en cause non plus. C'est une bonne Et chose. comment est-ce qu'on peut savoir, on peut dire que ce qu'ils pensaient à l'époque de continuum physique ou de interconnecté est proche ou parce que c'est des mots et en fait on donne un sens aux mots selon un contexte, selon voilà, une vision du monde ou une compréhension du monde qui n'est pas forcément basée sur des mots, voilà, sur vraiment une compréhension plutôt intellectuelle. Ouais, en fait, il y a 2 choses à je pense à voir, c'est que pour eux, cette interconnexion, cette sympathie universelle comme ils l'appellent, qui fait que tout est relié, dont toutes les parties sont reliées pour former un tout, on peut le voir comme à la fois donc, un modèle éthique en nous disant: «Nous sommes tous une partie de ce monde en fait et cette communauté en fait qu'on forme humaine avec la même raison, ce même logos en fait, ça nous donne justement une justification de se comporter de manière correcte avec, cette communauté humaine parce qu'on est un tout en fait. On est liés par rapport à ça et tu le vois aussi de plus en plus maintenant avec, le dérèglement climatique, tout ce qu'on a comme, influence sur le climat, sur l'évolution de ce climat et cetera. Toutes les actions, que l'humain a en termes de communauté, ça a un impact sur, la diversité, ça a un impact sur le climat, ça a un impact sur l'évolution du monde. Donc tu vois on a quand même cette théorie que James Lovelock parle, donc la théorie Gaïa en fait, de la Terre. On a un système qui est complexe, mais qui est interdépendant. Donc on a cet, effet de sympathie universelle, ne serait-ce qu'au niveau de la Terre, entre guillemets. On le voit, en fait, tout est interconnecté, tout a un impact sur autre chose. Donc, c'est des modèles qui sont, à mon sens, encore valables et contemporains, sur lesquels on peut se reposer, ou en tout cas qu'on peut conserver. D'accord, donc on peut conserver le fait que le monde est intelligible, ça, heureusement, Ouais, sur toute la science, c'est ça. Et deuxième chose, que c'est un continuum, d'accord. oui. Et est-ce que tu vois d'autres principes Il y qu'on a peut... le il y a le déterminisme aussi, hein, la causalité, qui fait que tout événement, qui se produit a une cause antécédente. Ça, a priori, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être mis en cause, c'est le destin stoïcien, hein. La causalité, c'est purement ça et le dernier principe, c'est, le la providence. Alors qui est un terme qui est fortement connoté, mais qui pour les stoïciens ne veut juste dire que le monde est ordonné, organisé en fait, prédictible
Et pour moi, ça l'est encore parce que sinon la science n'existerait pas non plus. On ne pourrait pas faire de prédictions à partir de nos modèles, de nos théories. Et donc cette providence au sens stoïcien, vraiment, pour moi, elle est encore valable. Et donc on peut rester sur les grands principes de leur physique, qu'ils utilisaient ensuite pour leur modèle athlétique, pour moi, sont encore défendables aujourd'hui et ne sont pas incompatibles avec la connaissance scientifique qu'on a du monde tel qu'il fonctionne. D'accord. Bah, du coup, tu parlais de causalité, parce que j'aimerais bien revenir à ça. C'est une question qui revient souvent. Mmh. Pardon, pas de causalité, de déterminisme. Oui. Euh, oui. Donc, comment est-ce que aujourd'hui euh, on peut défendre un déterminisme comme les stoïciens? Je sais que c'est un débat qui est encore aujourd'hui contemporain entre les purs déterministes, les compatibilistes en philosophie. Il y a beaucoup de débats. Comment est-ce qu'on peut revenir à le stoïcisme euh, le déterminisme chez les stoïciens et l'appliquer tel quel aujourd'hui? Bon, je dirais que, on peut le voir comme étant, face à un événement donné, face à une situation, en fait, on a une tendance à agir d'une certaine manière. Donc c'est un déterminisme, si tu veux. Ce que diraient les stoïciens, c'est que on peut travailler sur ce déterminisme, c'est-à-dire qu'on peut, hem, soit par une attention particulière, soit par un travail sur soi, changer cette réaction. On restera Est-ce qu'on n'est pas déterminé. Oui, pardon? déterminé, justement, est-ce qu'on n'est pas déterminé si on est déterminé, est-ce qu'on n'est pas déterminé à changer ou pas changer? Alors ça, c'est un peu compliqué. Parce Je ne que sais c'est un pas si peu on est la question, c'est que si tout est déterminé et qu'on suit un destin, ben on est le gentil est déterminé à être gentil et le méchant est déterminé à être méchant. Tu vois ce que je veux dire? Ou si on est déterminé à changer, on va changer. Si on n'est pas déterminé à changer, on ne pourra jamais changer malgré tous nos efforts qu'on peut appliquer. C'est un peu le déterminisme. ouais, mais du coup, ça ôte en fait toute responsabilité et toute, liberté de progrès ou d'action, à l'homme, en fait. Ce qui est quand même, un petit peu, «compliqué à avaler» entre guillemets. Oui, je Ou sais, mais alors, si on croit à un monde déterministe, tu vois, comment est-ce que, bah, c'est pas grave, on peut enlever, bah, en tout cas, les déterministes hardcore, eux, ils disent, bah, en fait, l'homme n'a pas de capacité de changer. Voilà, le monde est déterministe, il y a des causes et des effets. Et, si vous êtes déterminé à changer, vous êtes déterminé à changer. Et si vous êtes déterminé à ne pas changer, vous ne changerez pas, même si vous voulez ce que vous voulez. Et, moi, je suis déterminé à dire que le monde est déterminé. Tu vois, en fait, c'est impossible. Impossible d'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Bah, après moi je suis assez partisan de la théorie stoïcienne de la confatalité et du fait qu'on ait une responsabilité quand même d'action, qu'on puisse quand même changer. Ça demande un effort sur soi, ça demande un effort d'attention pour effectivement, pouvoir, ne serait-ce qu'essayer de corriger son action par rapport à une situation. Pour moi, ça reste vrai. Après, effectivement, tu l'as dit, hein, aujourd'hui, c'est encore un sujet de polémique, d'études, de philosophiques et de débats, sans fin sur ce sujet-là. Donc, ma conviction propre en tant que telle, c'est que, si je croyais pas au fait de pouvoir progresser, je pense que j'arrêterais le stoïcisme tout de suite, hein, puis, du coup, j'irais faire autre chose. Je sais pas toi, mais c'est quand même, c'est un petit peu dommage. Mais c'est je sais pas si on peut le démontrer, enfin, tu vois, c'est compliqué de si on pouvait le démontrer, je pense que les gens l'auraient déjà trouvé, en fait. Mais pour moi, on reste responsable de nos actions. C'est clairement ça le dogme stoïcien, c'est la responsabilité de ce qu'on fait et ensuite des choix de nos actions en pleine conscience. Et cet usage qu'on a ensuite de tout ça, si on n'a plus ça, en fait, clairement, on est sur du pilotage automatique, par rapport à nos instincts et nos pulsions. Et généralement, c'est pas très bon quand même. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est que, oui, d'accord, le monde, il y a des causes et des conséquences, mais comment nous, on vit le monde, c'est avec l'idée qu'on est responsable et capable d'affecter le monde, même ne serait-ce que ce qui dépend de nous si on revient à Épictète. D'ailleurs, Épictète disait que oui, le monde est déterministe, mais il y a une petite enclave de liberté que même Zeus ne peut pas Enfin, ouais, toucher. ouais, ouais. C'est notre prohérésie, c'est notre
faculté de choix, qu'on peut choisir aujourd'hui une chose ou une autre selon notre moralité. Ce qui est important de comprendre, c'est que le déterminisme stoïcien, en fait, il est déterminé, mais par rapport à la situation antécédente. C'est-à-dire que c'est pas un déterminisme qui vise en fait un but qui est déjà défini à l'avance dans l'avenir et qui ferait que on n'aurait pas le choix de n'aller que vers ce but-là, en fait. On est vraiment sur de l'actualisation à chaque moment de la situation par rapport aux états antécédents. Et c'est là qu'intervient notre responsabilité, notre liberté, entre guillemets, on peut dire ça, sur ce que va donner l'état suivant par rapport à l'action actuelle. Donc on a quand même une responsabilité dans le futur, entre guillemets, de ce qui pourrait se produire, grâce à cela, parce qu'en fait, c'est vraiment une actualisation à chaque moment de l'univers entier, entre guillemets. Ouais, ouais, moi aussi, j'essaie de voir ça de cette manière. Et comment est-ce que je me l'imagine? C'est que ce qui est déterminé, c'est le présent. C'est que oui, le présent est déterminé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il a déterminé le présent aujourd'hui. Mais l'avenir, on ne sait pas ce dont il est fait. Et du coup, on a nos actions aujourd'hui dans le présent qui peuvent affecter plus ou moins dans l'interconnexion du monde entier l'avenir. Mais on ne peut pas dire qu'il y a déjà une destination qui est programmée à l'avance de comment on sera dans 3 jours. Voilà, ça, personne ne sait vraiment. C'est pour ça que les stoïciens, et on revient sur l'importance de la physique par rapport à l'éthique et à son intérêt, c'est que on est à vouloir en fait faire des choix pour le présent par rapport aux indifférents préférables ou non préférables, etc. Et donc à agir de cette manière-là, sans réellement savoir si ça va pouvoir se produire ou pas. On est sur la fameuse clause de réserve stoïcienne qui dit je vais faire ceci si rien ne m'en empêche. Et ce qui peut l'empêcher, c'est que bah, le fonctionnement du monde fait tel que plein d'obstacles peuvent intervenir ou que d'autres personnes ont des choix différents et que en fait, ce que tu avais prévu de faire, en fait, ne puisse pas être atteint pour des raisons diverses et variées, quoi. Et donc la clause de réserve, tu vois qu'elle est importante en termes d'éthique, mais elle repose uniquement sur la physique et sur le fonctionnement du monde, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a une chose, une idée stoïcienne que je pense est un peu compliquée à maintenir aujourd'hui. On va dire que tout ce dont on a parlé, ok, on peut argumenter le fait que leurs idées sur la physique peuvent être maintenues aujourd'hui, mais le fait que l'univers soit bienveillant, ça, c'est quand même quelque chose qui est très difficilement difficile d'argumenter cette idée. Enfin, pour rappeler, les stoïciens pensaient que l'univers était une force bienveillante et que nous, il faut correspondre à l'univers pour qu'on soit heureux et tout ça, sinon on ne sera pas heureux. Alors, ça se défend. Ça se défend quand même. Alors, je vais essayer de le défendre. Ah, j'écoute. Je vais me faire l'avocat des stoïciens. Il y a deux choses déjà. Il faut savoir à quel niveau de bienveillance tu te places. Est-ce que c'est la bienveillance au niveau de l'univers entier ou c'est au niveau de l'humain qui est dans l'univers? En fait, si tu prends au niveau de l'univers entier, ce qui est bon pour l'univers, c'est ce qui permet sa conservation. On est un peu sur une oikeosis cosmique, comme celle qui est pour l'humain, en fait, qui est sa conservation et les choix qu'il fait pour conserver sa vie, entre guillemets, ou sa nature, d'être raisonnable et sociable. Mais l'univers, en fait, il se déploie, il se développe selon le modèle stoïcien de biologique et organique, en suivant sa propre loi, en fait, et tout ce qui se produit est conforme à sa propre nature. Et donc, c'est un bien pour lui. Et pour comme on est l'univers en totalité. en totalité, parce que de toute manière, il suit sa propre loi, il ne peut pas faire autrement. Et ce qu'il fait, c'est pour se développer, continuer à se développer, continuer à conserver ses propriétés. Du Selon coup, ses lois pourquoi physiques. dire que c'est un bien et pas dire c'est un mal? Tu vois, bien, c'est un jugement de valeur. Il est juste Alors, qu'il est. Tu vois? parce que le bien, c'est la conformité à la nature. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu la définition par lui-même, en fait. Il est bien parce qu'il est conforme à la nature, mais du coup, Et être conforme à la oui, nature, c'est bien. et en même temps, il est parfait parce qu'il ne pourrait pas être autrement et qu'il est dans le meilleur état possible par rapport à ses propres lois internes. Donc, on est sur un modèle qui est, c'est vraiment le modèle parfait d'univers, puisqu'il est tel qu'il devrait être,
il ne peut pas être autrement, il ne peut pas être mieux, puisqu'il a suivi son propre développement et ses propres lois internes. D'accord. Mais en fait, pourquoi moi je dirais juste il est tel qu'il est, tu vois, et de ne pas dire, enfin même le dire qu'il est tel qu'il est, c'est une tautologie, c'est Oui, tout à fait. un truisme, mais au moins on n'a pas de jugement de valeur, tu vois, de bien par rapport à, parce que j'aurais très bien pu dire, ah c'est un univers malveillant parce qu'il suit son cours comme bon lui semble et ce qui est bien pour lui, tu vois, mais Ouais, mais il est malveillant pour autant. malveillant, ça veut dire qu'il viserait un mal, en fait. Alors qu'en fait, il ne vise que la conformité à sa propre nature, qui ne peut pas être un mal, en fait. D'accord, Tu d'accord. vois, c'est vraiment ça qui est, c'est vraiment la conformité à sa nature qui définit que c'est un bien. Parce que, mais Hadot en parle dans ce commentaire du manuel d'Épictète, justement sur cette notion de, on ne peut pas viser un mal, en fait. Je vois, L'univers ne peut pas viser un mal, donc il peut pas être mauvais. je vois, d'accord. Et Bon, c'est ensuite, un... Oui, d'accord. ensuite, Ah, comme on est une partie de ce tout, et que ce tout, en fait, vise une conformité à sa nature et au bien, et ben, en fait, ce qui est bon pour lui est forcément bon pour nous. C'est Marc Aurèle qui le dit, hein, qui dit ce qui est bon pour la partie, ce qui est bon pour le tout est bon pour la partie. ouais, ce qui est bien pour la ruche est bon pour l'abeille. Et Oui. ça, exactement. Alors, effectivement, après, ça implique que ce qui se produit et qui peut être désagréable pour nous, eh ben, il faut qu'on puisse justement le comprendre comme étant un bien pour l'univers. Et c'est là où c'est compliqué, en fait. Mais c'est là où, en fait, la physique est importante pour l'éthique, puisqu'on passe, si tu veux, d'une potentielle résignation ou d'un fatalisme par rapport à ce qui se produit en disant ça dépend pas de moi, mais vu que ça dépend pas de moi et que je peux rien y faire, bah voilà, je l'accepte, entre guillemets, mais je l'accepte un peu en grinçant des dents. Ah, en fait, je l'embrasse comme étant quelque chose de bon pour l'univers. Et du coup, ça facilite l'acceptation, entre guillemets. En tout cas, ça transforme l'acceptation, pas en résignation, mais vraiment en adhésion à ce qui se produit. Ce qui est un petit peu différent quand même en termes de philosophie. Oui, ouais, je vois. Après, quand même, mais je n'ai pas forcément envie d'accepter que je sois torturé pour le bien de l'univers, tu vois. C'est pas de la bienveillance pour moi, tu vois. Je Ça sais, va, je sais. faut Je être sais que hardcore quand même, tu vois. c'est un indifférent non préférable, hein. On voudrait tous l'éviter, mais parfois on n'a pas le choix. Après, ça peut être aussi un devoir, de devoir se faire torturer pour, ne serait-ce que peut-être le bien de la cité, plus que le bien de Oui, l'univers déjà. Mais, oui, mais, oui, mais, je vois. mais on est là sur un travail qui est effectivement compliqué. Enfin, je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas évident. Mais toi, changer de perspective sur le fonctionnement du monde amène à changer de perspective sur les situations qu'on peut vivre Oui, et je vois. à aider en fait à l'accepter ou en tout cas à la surmonter s'il y a besoin de la surmonter. Ouais, je vois. Ouais, bah, ça rejoint, justement, là, ça me fait penser, ça rejoint ce que tu as dit de rentrer en sympathie avec l'univers dans son ensemble. C'est que quand tu as expliqué A pour la cité, c'est vrai que si on le fait, bah, si on souffre pour sa famille ou pour sa cité, ben, c'est parce qu'on est on dit en sympathie. Je fais un peu rapidement, mais c'est parce qu'on accepte que ce sacrifice soit fait pour notre famille et pas pour, ou pour notre cité en tant que soldat ou euh, autre chose. Et en fait, ça veut dire que là, il faut accepter de comprendre le monde comme les stoïciens et de dire ah, je suis en sympathie avec tout l'univers, donc il peut se passer tout ce qui peut que je peux considérer mal pour moi, mais en vérité, c'est comme ça que l'univers l'a voulu et donc bah, je dois l'accepter et dire que ben, c'est le bien de l'univers parce que ben, c'est comme ça que les événements se sont déroulés. C'est ça. C'est ça. Il y a un passage d'entretien, je crois, où Épictète parle justement de devoir sacrifier une jambe pour préserver le corps, par exemple. Et en fait, il se dit, mais est-ce que tu n'es pas prêt à donner une jambe, entre guillemets, alors que le Dieu, donc le divin stoïcien, t'a offert la vie, entre guillemets. Donc il ne fait que reprendre une partie de celle-ci, mais tu as encore la vie, entre guillemets. C'est vraiment, entre guillemets, un petit sacrifice par rapport à ce qui t'a été offert en contrepartie au départ, quoi. Donc une Mhm. reconnaissance sur ce qui t'a été offert, plus que la perte que tu as à ce moment-là, quoi. Et Mhm. surtout la Ouais. préservation du corps par la perte d'un membre, par exemple. Mhm. Je vois, je vois. Parce que Et du le corps est important. C'est aussi ça. C'est qu'en fait, il faut comprendre que le corps, comme tout, est plus important que la jambe comme élément. Absolument. C'est Oui. le tout et la partie, de la même manière que par Mhm. rapport à Ouais. l'univers. On est sur ces analogies-là, effectivement. D'accord, d'accord, je vois. C'est quand même,
je trouve quand même que c'est compliqué de se forcer à comprendre les choses comme ça. Tu vois, c'est que c'est beau, voilà, intellectuellement, c'est compréhensible, mais émotionnellement, humainement, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment voilà, essayer de concevoir l'univers comme ça? C'est une excellente question. Euh, Après, on retombe sur l'exercice pratique, en fait, hein, et l'exercice spirituel de Marc Aurèle, c'est vraiment euh, à la fois peut-être, mais ce qu'on a un peu fait dans le cadre des ateliers pratiques, la journée stoïcienne à Paris-Dauphine, là, en novembre, c'est changer de perspective sur l'univers, essayer de voir la beauté de celui-ci, malgré, en fait, tout ce qui peut occasionner comme difficulté ou comme effectivement catastrophe naturelle, par exemple, mais comprendre vraiment la beauté derrière le fonctionnement de ce monde pour changer de perspective. C'est vraiment un changement de perspective globale qu'il faut avoir, qu'il faut essayer de faire. Euh, c'est pas, c'est clairement pas évident. C'est un travail sur soi, c'est un travail sur la compréhension du monde, mais d'où la notion d'exercice et de progrès qu'il y a derrière, hein. C'est effectivement, mais comme tous les exercices pratiques du stoïcisme, ça demande une réflexion, une introspection sur soi, et puis de travailler sur cette représentation qu'on a du monde et de tout ce qui se produit dans ce monde. Ouais, bah, tu en as parlé justement, j'ai rappelé aux auditeurs que il y a deux euh, très beaux ateliers que tu as fait pour la journée stoïcienne de 2023 à Paris-Dauphine et qui sont sur la chaîne YouTube euh, pour ceux qui veulent revoir l'atelier et travailler justement sur cette question de être en accord avec l'univers. Donc des ateliers qui sont vraiment exceptionnels. Merci Ali. Pour revenir à ta question sur le côté bienveillant de l'univers, entre guillemets, ou du monde stoïcien, on peut aussi voir sur le fait qu'en fait, le fonctionnement du monde et son développement, en fait, a amené à ce que nous apparaissions quand même, enfin, que la vie complexe, celle des animaux, celle des plantes et celle des humains, apparaissent. Donc, dans ce cadre-là, on peut quand même dire peut être reconnaissant du fait que finalement, ce monde est quand même relativement accueillant, puisqu'on est arrivé à apparaître dans cet univers, et que en fait, l'environnement dans lequel on est, il nous fournit de quoi survivre, de quoi s'abriter, de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi s'habiller. On a des facultés propres qui ont été développées dans le cadre de l'évolution qui nous permettent de survivre, en tout cas d'interagir avec le monde dans lequel on se trouve, et de pouvoir faire des choses quand même qui sont plutôt intéressantes en termes d'artistique, en termes culturels. Enfin, tu vois qu'on a quand même apporté. Alors, on n'a pas que des choses bonnes hein, en termes d'humains, mais tu vois qu'on a quand même permis des choses. Donc, en tant que tel, les conditions de l'univers sont quand même relativement favorables à notre apparition. Donc, d'un certain côté, on peut quand même dire qu'il est relativement bienveillant envers nous, si on peut le dire comme ça. C'est que on n'est Oui, pas arrivé dans un monde désertique dépourvu de qualité. je vois. Bah, pour les Et gens bien qui fait. peuvent se satisfaire de ce qu'ils ont déjà, c'est ça, pour les gens qui ont de la gratitude pour ce qu'ils ont déjà, pour cela, oui, peuvent voir le monde comme bienveillant. Et pour les gens, on va dire, comme la plupart qui ont beaucoup de désirs et de frustration et d'envie de davantage que ce qu'ils ont déjà. Et bah, là, oui, c'est très difficile de voir le monde comme bienveillant. Oui, après, tu vois, même face aux difficultés, en fait, tu peux aussi te dire que, et c'est ce que dit Épictète, c'est qu'on a aussi des facultés pour surmonter ces difficultés. On n'est pas dépourvu de capacités et de force pour le faire. J'aime beaucoup son analogie quand il parle de son nez qui coule, de son disciple, en fait, qui se plaint que son nez coule et qui veut prier Dieu pour que son nez arrête de couler. Et Épictète dit, mais est-ce que le Dieu ne t'a pas donné des mains pour te moucher? Pourquoi est-ce que tu dois te plaindre que ton nez coule, en fait, alors que tu as des mains pour te moucher? Donc, c'est vraiment ça, c'est tu as des difficultés, en fait, pour surmonter les difficultés. Pourquoi ne pas les utiliser plutôt de te plaindre qu'il y a une difficulté présente? Oui, je vois, je vois. Donc on peut, en fait, si on veut voir le monde comme bienveillant, en fait, on arrive à trouver des solutions. C'est ça, c'est que voir
voir qu'il y a des possibilités et que le monde n'est pas contre nous, ça nous permet de voir voilà, toutes les solutions possibles plutôt que commencer déjà par se plaindre, parce que peut-être que se plaindre, en fait, c'est avoir comme idée que le monde est malveillant. C'est ça, c'est... Oui, ou qui devrait se conformer à notre volonté, à ce qu'on veut en fait qu'il le soit. Alors que est-ce qu'on aurait une meilleure vision pour le monde qu'il ne l'est aujourd'hui? Enfin, c'est un peu prétentieux de se dire que nous, on pourrait se dire: «Mais en fait, le monde ne devrait pas être comme ça, il devrait être comme ci, il serait meilleur ainsi et plus parfait», alors qu'on n'en sait rien en fait. C'est un peu, on a une vision très restreinte, de l'univers en tant que tel, donc ça paraît un petit peu compliqué de se dire qu'on pourrait faire des meilleurs choix. Après, pour reboucler un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'univers comme modèle éthique à suivre, toi, on parlait des difficultés, en fait, et le fait de se dire que avec le retournement de l'obstacle, toi, faire d'un obstacle l'objet d'une vertu et d'un travail sur soi pour ensuite en faire un bien, entre guillemets, pour nous en tout cas, parce que ça permet de développer la vertu et de l'utiliser. C'est aussi ce que fait l'univers, entre guillemets, en incorporant tous les aspects qu'on pourrait dire comme mauvais, en fait, dans son développement. Et en fait, pour lui, c'est simple, le retournement de l'obstacle, c'est de faire de tout ce qui est mauvais ou apparemment mauvais ou difficile, il l'intègre dans le développement du monde et il continue son développement. Et c'est là que tu peux prendre ça comme modèle aussi éthique pour te dire, bah, le retournement de l'obstacle à notre niveau, c'est ce que fait l'univers. Je vois, d'accord. Alors, pour j'ai une dernière grosse question, on va Ouais. dire. J'ai envie de lâcher une bombe nucléaire sur la physique stoïcienne. Alors, ce que je dis, c'est que est-ce qu'on devrait garder la physique stoïcienne comme les anciens la pensaient, ou alors est-ce qu'on peut pas juste, pas juste mettre à jour les connaissances, mais un peu peut-être juste mettre à jour les connaissances, ou complètement enlever la physique stoïcienne et la reconstruire de zéro. C'est pour ça que je parle de bombe nucléaire, alors on rase tout, et puis on reconstruit de zéro la physique stoïcienne contemporaine avec des connaissances stoïcienne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, mais un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'important, clairement, en termes de connaissances, il n'y a pas photo. On est nettement plus avancé sur le fonctionnement du monde, les théories physiques associées et la compréhension des phénomènes naturels. Je pense qu'il n'y a aucune discussion là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on peut repartir de là pour reconstruire une physique stoïcienne? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le faire. Pour moi, ce qui importe, c'est de prendre les principes de la physique stoïcienne, tels que les anciens l'ont conçu en cohérence avec leur système global, et se poser la question si ces principes-là tiennent toujours ou sont toujours compatibles avec nos connaissances actuelles. Parce qu'en fait, la difficulté, mais c'est un travail qui est à faire, à mon avis, qui n'est pas totalement fait encore, c'est vraiment de voir quels sont vraiment les liens, en fait, entre l'éthique, la physique et la logique au niveau stoïcien. Quels sont les principes fondamentaux qui sont indispensables et cohérents avec la philosophie stoïcienne au sens global et que tu peux pas, en fait, supprimer au risque, en fait, de déconstruire totalement le système. L'éthique, elle repose sur des choses, la logique aussi et la physique aussi. La question, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je peux conserver? Qu'est-ce qui est vraiment le noyau fondamental et crucial, de la philosophie stoïcienne en termes de physique, que je ne peux pas me permettre d'enlever, au risque de faire écrouler tout l'édifice stoïcien, en fait. Pour moi, c'est ça le plus important et du coup, se questionner sur le fait de se dire: «Est-ce que ces principes-là, qui sont indispensables pour la philosophie stoïcienne, sont compatibles avec nos connaissances actuelles de la physique?» D'accord. Et si on trouve que, il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec la physique d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne une partie de l'éthique et de la logique? Ou en tout cas, enfin, l'éthique qui est, on va dire, la plus importante pour les gens qui s'intéressent au stoïcisme? Alors, la question devra se poser, c'est qu'est-ce que ça a comme impact sur le reste de la philosophie stoïcienne? Est-ce qu'elle reste cohérente et encore viable? Marc Aurèle s'est déjà un petit peu posé la question dans ses pensées,
puisqu'en fait, lui, il a même en fait envisagé le fait que l'univers soit un pur chaos, qu'il n'y ait aucune, comment dire, loi physique qui le gouverne et qui le pilote, qu'il n'y ait aucune prédiction possible, aucune raison derrière en fait le fonctionnement du monde. Et pour lui, sa conclusion, c'est que de toute manière, dans un monde comme ça, il fallait quand même mieux essayer de rester rationnel, d'utiliser sa raison pour vivre, et que peut-être que ça ne changerait pas grand-chose au niveau de l'éthique. La différence pour moi, c'est que la physique stoïcienne, et en tout cas si elle reste compatible avec la vision qu'on a aujourd'hui du monde, c'est un support et une aide pour l'éthique, clairement. Et si on doit en enlever une partie, il faudrait voir à quel point ça, comment dire, ça affaiblit un peu ou pas l'éthique, et si elle tient encore debout. D'accord. Et du coup, on ne peut pas, ça ne serait pas honnête de essayer de réinterpréter la physique pour que ça rentre dans l'éthique stoïcienne. On est forcé de Non, se dire que voilà, la science, c'est la science, voilà, la physique, la biologie, et donc ben, il y a certaines choses éthiques dans le stoïcisme qui pourraient changer à cause de ça. oui, clairement, si tu fais un travail intellectuel qui est vraiment honnête, tu peux pas te permettre de... Voilà, après, ce n'est plus des convictions philosophiques, c'est de la foi ou vraiment juste reposer sur des principes qui reposent sur rien en termes de vérité ou de connaissance, et tu t'aveugles toi-même sur tes principes de philosophie, quoi. Donc c'est un peu gênant pour la philosophie, parce qu'on est quand même sur entre guillemets, la recherche de la vérité, même si ce terme est quand même très connoté aussi, assez fort en termes d'utilisation, mais vraiment, on peut pas, tu peux pas ignorer des pans de la physique. Alors, même si la physique, et la connaissance qu'on a aujourd'hui de celle-ci, ça reste une évolution constante, parfois avec une remise en cause. Alors, il y a des consensus, ça marche comme ça. Tant que c'est pas remis en cause en termes de compréhension, bah, c'est ceux-là qui font foi, entre guillemets, dans l'univers scientifique. Après, c'est souvent des connaissances supplémentaires qui sont apportées, puisqu'on est quand même sur un monde qui repose déjà en grande partie en termes de technologie et de technique sur des connaissances scientifiques éprouvées et qui ont démontré leur productibilité et leur viabilité, entre guillemets. Donc, on ne peut pas remettre en cause le fait que la Terre est ronde, Hmm. par exemple. Donc, il y a des connaissances quand même Heureusement, qui ouais. sont un petit peu, comment dire, dans le marbre et qu'on ne va pas remettre en cause. D'accord. Euh, je vois. Après, bon, j'ai une question un peu plus conceptuelle ou un peu plus, on va dire, voilà, sur notre capacité à créer de l'éthique à partir de la physique. C'est que, d'accord, si l'éthique stoïcienne repose beaucoup sur la physique stoïcienne et sur la logique, on va parler principalement de la physique, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut justifier que la physique peut nous dire des choses sur comment est-ce qu'on doit agir? En fait, parce que si c'est le cas, on peut juste ne pas penser ni à stoïcisme ni quoi que ce soit et prendre l'état de la physique aujourd'hui, théorie quantique des champs, la gravitation avec la relativité générale, et dire d'accord, mais comment, du coup, avec ces théories-là, comment on va essayer de construire une éthique? C'est un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est compliqué, mais on tombe sur la différence entre ce qui est utile pour vivre au quotidien et ce qui est la connaissance pure théorique physique des lois qui gouvernent l'univers, entre guillemets. La physique quantique, en termes de manifestation dans la vie quotidienne, elle est très faible, Ouais. puisque Elle n'existe pas. oui, elle apparaît qu'à des niveaux subatomiques, dans certaines conditions, et on sait que dès qu'on passe à des échelles plus importantes, les phénomènes physiques quantiques sont quasiment plus visibles, sauf de Mhm. rares cas, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, effectivement, de partir de ces théories physiques-là pour reconstruire une éthique derrière. Euh, pour autant, il faudrait faire le travail, hein, il faudrait voir s'il y a des choses qui sont vraiment fondamentales et qui peuvent amener derrière une éthique. Euh, c'est un travail intéressant. Je ne me suis pas penché dessus encore, mais Mhm. Ouais, c'est c'est une question de comment est-ce qu'on
peut construire en fait une éthique à partir de la physique, parce que j'imagine que voilà, des équations et une compréhension froide de l'univers va pas forcément amener facilement à une éthique. Ouais, tu vois, sauf si on veut en la force un peu à dire voilà ce que l'univers nous dit sur nous-mêmes. Ce que parfois certains essayent de faire, hein. Il y en a, tu sais, tous ceux dans tout le New Age et tout ça, qui te disent que vivre dans le monde newtonien et le monde quantique, c'est pas la même chose. Il y a plus de possibilités dans le monde quantique. Enfin, c'est absurdité que je n'arrive pas à lire et à entendre sans m'énerver. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Après, clairement, la règle de distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, en tant que telle, elle reste viable. Elle est quand même une conséquence de la physique en tant que telle, puisque tu vois sur quoi tu peux avoir une action sur sur quoi tu peux agir ou pas agir, entre guillemets. Donc ça reste quand même, à mon avis, peut-être déductible d'une physique. Oui, je vois. Et j'aime bien, ça reboucle avec le début en fait du podcast, c'est que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment est-ce que la physique nous agit sur nous directement de manière empirique et pas les lois fondamentales, on va dire, de l'univers. C'est que le fait que ce que nous dit la relativité générale sur comment est-ce que les masses agissent sur l'espace-temps et l'espace-temps agit sur les masses, voilà, ça va pas forcément nous avancer à grand-chose. En revanche, comprendre comment est-ce que, au niveau physique, comment est-ce que notre corps fonctionne, ça, c'est beaucoup plus utile et peut nous permettre de penser un peu plus on va dire, l'éthique. Que, comme notre corps fonctionne et a besoin de sommeil, je pense que éthiquement, on peut dire que c'est bien de dormir. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu facile, mais c'est plus. Mais plus même Marc Aurèle le dit qu'il faut dormir, mais pas trop. Enfin, Ah dans ouais? une juste mesure. Ah, d'accord, juste mesure. Oh là là, là Oui, c'est ouvert à interprétation. Hein, parce que... oui, absolument. Bah, après, mais la physique, enfin, l'éthique stoïcienne, c'est pareil, c'est très, très individuel, hein. C'est le besoin de chacun, et tant que ça peut être justifié et raisonnable, Oui, c'est ouais, pas à c'est vrai, l'encontre c'est vrai. de la philosophie stoïcienne. Mais Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette discussion passionnante sur la physique. Il y a forcément énormément encore de choses à dire, hein. C'est un pan de la philosophie stoïcienne à lui tout seul, avec des spécialistes pointus sur le sujet. Je pense que déjà, on a abordé énormément de sujets qui tracassent beaucoup de monde. Merci beaucoup pour ta participation. je t'en prie, Ali, j'espère que ça a été utile comme podcast, et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup, à une prochaine fois. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.